Oh non, pas vraiment. Si ce n'est que tout ce qui est humain est très combatif, très orgueilleux et pense avoir toujours raison. Et c'est ça qui fait que derrière le mot diversité, il peut y avoir aussi le mot obscurité. À force d'être divers, ne devenons pas obscurs. Voilà, D'accord. ça c'est difficile. Ça c'est très difficile. Parce que à être pluriel, on n'est plus personne. Ça, C'est le risque, c'est le c'est risque. le risque de tout chercheur de vérité. Voilà ce que j'aurais envie de rajouter. Bien. Écoute, je propose que nous passions maintenant aux questions des uns et des autres. D'accord. Ton parcours est vraiment intéressant parce que bon, as cherché dans beaucoup de mouvements, tu as fréquenté beaucoup de groupes, mais est-ce que tu acceptes l'idée qu'une personne qui trouverait, disons, un mouvement, une voie qui lui convienne, reste dans cette voie et cesse, disons, j'allais dire, mais c'est pas forcément péjoratif, mais cesse, disons, d'aller d'un groupe à l'autre, on va dire. Est-ce que tu acceptes cette idée-là, ou bien tu penses qu'à partir du moment où on reste dans un groupe parce que c'est une voie qui nous convient, en quelque sorte, pour toi, ça serait une forme d'enfermement? C'est une question très essentielle. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux aller au bout d'un chemin? Est-ce qu'il faut rester et aller au bout de ce chemin pour devenir quelqu'un de véritablement quêteur de religion, quêteur de philosophie, quêteur d'être, de manière d'être? Ou est-ce que il faut prendre un peu, comme disait Marie-Madeleine Davy, un peu à droite, un peu à gauche, le fameux syncrétisme? C'est ça la question que tu poses. Oui, Je ne sais pas y répondre. Je d'accord. ne sais pas y répondre. Je discutais avec quelqu'un qui faisait partie clairement un mormon, prenons un mormon. Bon, un mormon très sympathique que j'ai connu lorsque j'habitais Genève. Je me disais, peut-être faut-il suivre cette espèce de religion bizarre jusqu'au bout de la sincérité et de l'engagement militant pour avoir réussi à y comprendre quelque chose. Je ne sais pas. Est-ce que tu acceptes que quelqu'un qui est, lui, engagé sur un chemin et qui a trouvé apparemment sa satisfaction à cette voie particulière, est-ce que tu acceptes que quelqu'un puisse entre guillemets, se contenter de cela, même s'il reste ouvert sur des tas d'autres approches? Bien sûr, je pense même qu'il est plus avancé que moi. Parce que moi, à force de remettre en cause beaucoup d'attitudes, de religion, même de religion ou même de façon de vivre, j'ai peut-être pas trouvé quelle était ma meilleure voie. Je pense que chercher sa voie la meilleure, ça peut être d'actualité toute une vie. Bravo, merci beaucoup pour cet exposé. C'était passionnant. J'aime beaucoup l'étape trappiste. Donc, j'ai lu la vie de Rancé par Chateaubriand. Oui, C'est absolument passionnant. Alors, que oui. devient votre idée de Dieu quand vous êtes moine trappiste et c'est quand même extraordinairement rigoriste? Et donc, j'imagine que vous croyez fortement en Dieu. Et que devient Oui. cette idée de Dieu quand vous passez ensuite en franc-maçonnerie et ensuite en analyse? Et qu'est-ce qu'elle est devenue aujourd'hui? Ah là là, ah là 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 là. Si je pouvais vous répondre tranquillement, je serais vraiment à recommander, à recommander et à suivre partout. Mais malheureusement, je crois que l'idée de spiritualité est bien malade, est bien malade. Récemment, je vais rester très discret, j'avais en psychanalyse, hein, c'était moi le psychanalyste, moi l'écoutant, quelqu'un qui me disait je ne crois pas en Dieu et il était maçon. Ah, alors moi, je ne comprends plus rien.
Mais je lui ai pas dit que j'y comprenais plus rien. Et je me suis dit, il est honnête en disant ça. Et bon, le grand architecte de l'univers, c'est presque voltairien. Bon, Voltaire me passionne pas. Hein. Bon, oui, c'est le grand horloger. Bon, bon, pourquoi pas? Moi, j'admire les scientologues. Je suis aussi d'accord que pour quelqu'un qui est très scientifique et qui envisage Dieu comme un grand horloger. Mais ça ne suffit pas. C'est autre chose. L'homme est plus riche que cela. Voilà. Il est plus riche qu'une explication simple, tirée à quatre épingles. Merci beaucoup pour ce que vous avez partagé. Moi, j'ai été interpellée par la relation avec votre père. Je voulais savoir si c'est cette relation qui a animé votre quête spirituelle, et j'aimerais aussi que vous nous parliez de où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de votre père maintenant avec tout le parcours. Alors, maintenant, je me suis réconcilié. La même chose avec mon frère. J'avais un frère qui était une grosse brute, on va dire rapidement, et qui m'a violenté dans mon enfance. Bon, maintenant, j'ai pardonné aux deux. Voilà ma position. C'est une position pas toujours facile, qui est quelquefois remise en cause, mais quand même, c'est une solution. Voilà. Je trouve que là, le pardon chrétien est une grande solution qui grandit l'âme et qui grandit l'humanité. Et là-dessus, le fondateur du centre d'Hydro, qui était le père Gaston Lefebvre, m'a apporté beaucoup. Et pas simplement la directrice, qui est mon épouse. Oui, donc vous êtes un chercheur spirituel, enfin vous dites chercheur de vérité, mais oui, chercheur spirituel. Alors vous connaissez sûrement la phrase très célèbre de De Gaulle qui disait « Des chercheurs, on en trouve, des trouveurs, on en cherche ». Oui, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est moi aussi. Qu'est-ce que vous avez là, trouvé, pour une fois, je suis gaulliste. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'essentiel aujourd'hui que vous ne remettriez pas en cause? Je ne veux pas parler de certitude, mais quelle est aujourd'hui la base sur laquelle vous vous appuyez de façon certaine? C'est un peu court ce que je vais dire, mais c'est ce que je cherche à dire, ce serait ne pas se prendre au sérieux. Ce serait l'humilité, mais l'humilité dans le sens de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous vous rendez compte? Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oh là là, c'est pas ça fait pas très sérieux. J'aime beaucoup les chercheurs qui disent ne plus savoir où ils en sont, qui se perdent. J'aime bien la notion de se perdre. Et toutes les religions disent que quand on se perd, on se retrouve enfin. Bon, c'est un peu un télo, mon truc, mais c'est du cœur. C'est du cœur. Et il n'y a pas, je fais juste un petit supplément par rapport à cette question, il n'y a pas une valeur quand même qui reste un socle indéfectible dans tout ce parcours, quelque chose de positif qui est autre que se remettre en question ou d'être humble et tout ça. Mais il y a la passion de l'énigme de l'autre et de l'amour de l'autre. Il y a quand même le mot amour en plein milieu. Autrement, il n'y a rien. Mais ce mot amour est plein d'énigmes. Il est plein de mystères. Il est plein de sacré. On ne peut pas le dire à la légère. Pour avoir écouté toutes les conférences d'ailleurs de cette année de diversité spirituelle, je remarque que quand quelqu'un choisit une voie, c'est qu'à un moment donné, il y a une résonance de cœur justement. Donc une résonance profonde, comme une espèce d'évidence de cohérence intérieure au niveau du cœur. Et j'ai eu l'impression que tout à coup, vous commenciez à parler au niveau du cœur, de ce qui vibre en vous. Et voilà, donc je voulais savoir
à ce niveau-là où vous en êtes en fait, parce qu'il y a la recherche intellectuelle que j'entends bien, qui est passionnante, et il y a aussi ces vibrations intérieures, qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce qui vous correspond à vous vraiment profondément. Oui. J'en suis en pleine activité interrogative. Je ne suis pas très avancé. Et c'est le fait de me dire cela et de le penser avec le cœur qui me fait un peu progresser dans ma capacité d'aimer les autres. C'est compliqué, je suis un peu à télo là, dans mon expression. C'est pour ça que j'aime beaucoup la poésie. Parce que pour moi, la poésie, c'est dire, suggérer ce qu'on ne sait pas dire. C'est-à-dire les affaires de cœur. Voilà. Un poète n'a pas besoin d'avoir des mots d'un télo, ça n'a pas besoin d'avoir un dictionnaire, ça peut faire comprendre, suggérer la beauté, la sagesse, la force. Oui, ça me parle beaucoup ce que vous dites là par rapport à la poésie. C'est vrai que, et par rapport à votre, cette passion de connaître l'autre aussi. Déjà, je trouve que pour moi, c'est une valeur de cœur immense, quoi. Et, Oui. et de s'ouvrir à cette question de l'amour, de la poser profondément. Et c'est vrai que la poésie, je trouve qu'on atteint justement une sensibilité profonde qui est parfois extrêmement difficile à exprimer autrement, en fait, parce que Oui. souvent, moi, je me dis, j'ai pas les mots pour dire. Et c'est vrai que dans la poésie… non, c'est pas une expression, c'est un sentiment. Voilà, c'est quelque chose qui C'est vibre. le sentiment du bonhomme qui écrit. C'est ça. Oui. Enfin, la poésie, ça m'a toujours tenu au cœur. Alors, j'ai presque envie de vous répondre avec un certain orgueil, il reste ma poésie. Oui, mais je trouve que c'est… en fait, tout à coup, je trouve que c'est très profond, en fait. Ça donne une grande profondeur, du coup, quand vous dites ça, à votre parcours que vous venez de nous raconter. C'est pas que c'est passionnant, mais parce que tout à coup, voilà, on sent quelque chose de très, très profond en vous. Et, enfin, en tout cas, ça me parle beaucoup, ça, oui. Je suis profondément touchée par l'être que vous êtes, par votre parcours, parce que d'abord j'adore les histoires, j'aime beaucoup entendre tous les parcours et je dirais que au fur et à mesure de cet échange, je vous sens de plus en plus présent et justement de plus en plus dans votre poésie. Donc je dirais que j'ai entendu beaucoup de travail avec vos références, avec vos rencontres, mais j'ai plus la sensation que celui qui me touche infiniment, c'est ce que vous êtes vous et ce que vous manifestez vous par votre chemin, et c'est ça qui me touche le plus dans ce que vous exprimez aujourd'hui. Moi, je suis profondément jungienne. Je vous remercie. En plus, c'est pas une question, c'est une affirmation. Alors. Je suis jungienne. Hein, moi, j'accueille les êtres. Ah, ben voilà l'explication, bien sûr. Ouais. Mais pas que ça. L'être que vous êtes, tout simplement, parce que s'il y a une chose qui me… Tout ça, c'est du partage d'expérimentation. Il y a beaucoup de données. Vous êtes d'une richesse incroyable. Je pourrais vous écouter des heures, là. Mais j'ai envie de vous demander aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend heureux? Alors, vous avez répondu, vous avez dit votre poésie. Mais qu'est-ce qui vous rend profondément heureux? Parce que moi, j'ai la sensation que, OK, il y a beaucoup de questions, pourquoi on est là, pourquoi… Mais l'amour, qu'est-ce que c'est? Mais c'est déjà peut-être s'éveiller tous les matins avec l'envie de s'éveiller, peut-être avec des choses très simples. Vous savez, enfin, vous ne savez peut-être pas, j'ai commis, comme on dit, un bouquin qui était paru chez Segers et qui s'appelle, non, Castor Astral, excusez-moi, je me suis trompé, qui s'appelait Poésie et psychanalyse. Alors ça répond précisément à votre question, à votre encouragement plutôt.
En tous les cas, Voilà. merci. Merci pour cette, l'expression la plus belle de qui vous êtes au fur et à mesure qu'on avance là. Et j'ai vraiment l'impression qu'on est de plus en plus à un moment donné, on arrive à une intimité. Et l'intimité, c'est aussi quelque chose de très, qu'on a perdu au fil du temps finalement. Et moi, j'aime Oui. beaucoup l'intimité parce que l'intimité, elle est faite de pudeur et en même temps de transmission. Oui, mais vous êtes psychanalyste ou bien? J'ai tout un parcours de psychanalyste, mais je suis passée par toutes les psychanalyses, mais je suis psychologue accompagnante de tous les traumatismes et je Oui. suis également danse thérapeute. Danse thérapeute. Oui. Bravo, Ouais, bravo, parcours. bravo. Moi, je suis Ça sera, incapable de danser. Bon, je serais un très mauvais client ou patient pour vous, mais c'est passionnant. Oui, merci beaucoup hein, pour vous être livré à nous comme ça. C'était touchant. J'ai particulièrement été sensible lorsque vous avez parlé du fait d'être agnostique, de toute la profondeur qu'il y avait derrière ce mot-là quand vous parliez. C'était touchant. Mais ma question porte sur l'humour, parce que dès que vous avez commencé à parler, pour moi, j'ai senti chez vous quelque chose qui a trait à l'humour, qui émanait de vous très fortement et qui vous a suivi. Donc, moi, j'ai envie de vous interroger là-dessus. Quelle est la place de l'humour dans votre parcours et dans votre rapport justement à vos questionnements? Vous me posez une question en tout cas pertinente, donc ça ne m'étonne pas, mais c'est encore de l'humour. Mais je pense que l'humour, pour moi, me sert beaucoup, parce que ça permet de ne pas prendre ni son drame intérieur au sérieux, ni le drame intérieur de l'autre. Il y a un écho avec le mot intimité. Euh, lorsqu'on mène un travail analytique en tant que professionnel, euh, on, a, on photographie, on retient l'intimité de chacun et c'est une épopée. C'est quelque chose d'extraordinaire, alors, même si on n'y comprend pas grand-chose. justement, à ce propos-là, donc rebondissant sur les deux dernières questions, et ce que tu viens d'exprimer, la poésie dans le monde aujourd'hui, la Oui. poésie en tant que telle, la poésie dans les mots, je la trouve rare aujourd'hui. Non, mais tu as bien raison. Elle est très, très rare. Elle est même très mal vue. Oui, Là, alors je fais un peu d'humour. On n'est pas loin de la prison quand on est poète. justement, donc, est-ce qu'elle ne serait pas quand même, d'après ce que vous venez d'évoquer tous les trois là, est-ce que ça ne serait pas une voie pour sortir un petit peu du marasme de l'hostilité, de l'agressivité qu'on voit un peu partout? Est-ce que l'apprentissage, le goût de la poésie ne permettrait pas justement d'ouvrir la société en permettant à chacun d'être plus vrai? Tu parlais d'être vrai par rapport à Mais tout soi. à fait, mais tout à Mais il fait. faut Mais oser. faites-le, Il faut faites-le, oser. écrivez. Allez-y, allez-y. Mais la question que je voulais te poser, c'est Oui, par rapport au fait que livrer son intimité, il faut oser le faire. On a peur du jugement, on est souvent mal compris, il y a beaucoup d'agressivité. Comment dépasser justement la pudeur au niveau de l'expression de l'intimité? oui. Je ne sais pas comment faire, mais être précis dans la parole. À partir du moment où on est précis dans ce que l'on exprime, on fait moins peur. Même si on est un affreux emmerdeur comme moi. On se dit, bon, il doit être pas si mauvais que ça parce que il exprime d'une certaine manière un peu poétique quelque chose de très compliqué. Par exemple, quand j'écris les siècles à fleurir auront-ils assez d'air, je résume l'écologie. Et les écologistes, ils aiment bien, ils acceptent cette phrase.
Oh, c'était un petit peu court, hein, bon, surtout les emmerdeurs actuels, hein, bon, mais c'est effrayant. Les siècles à fleurir auront-ils assez d'air? Ah, ça y est, ça y est. Ah, Maxence est un poète. Bof, bon. Ça, c'était la force d'Aragon. J'ai eu la chance un peu de le rencontrer et d'avoir une petite engueulade avec lui au Club des Poètes il y a bien longtemps. Et il avait une dimension universelle. La poésie, c'est universel quand c'est de la grande poésie. Et moi, j'ai une question un peu globale. Est-ce que vous aviez vraiment une quête précise au départ, ou est-ce que, en fait, votre vie, c'était une suite de rencontres qui a fait que vous vous êtes informé de plus en plus? Ou est-ce que vous aviez Non, vraiment une quête ça, je ne précise sais au pas départ? répondre. Est-ce que c'est le hasard? Le hasard, pour moi, c'est une phrase que j'aime bien. Le hasard, c'est le nom pudique de Dieu. On retombe là-dessus. Est-ce que c'est le hasard qui fait que j'ai pu avoir ce chemin-là, où j'ai eu beaucoup de bol, beaucoup de chance, hein, beaucoup je veux dire, c'est pas mes qualités qui ont fait que j'ai. Bon, par exemple, dans l'édition, j'ai eu la chance de connaître très bien, c'est un ami, ce fut un ami, Pierre Segers. Bon, Pierre Segers m'a appris à rêver d'éditer des vrais poètes et pas à moi d'être un vrai poète. Ce serait plutôt Aragon, c'est plutôt des gens comme ça, ou Jean Grosjean qui m'a donné envie d'être poète, mais pas Segers. Segers m'a donné envie d'éditer des poètes, ce qui est complètement différent. D'ailleurs, lui-même, il était un poète un petit peu secondaire, je lui fais de la peine en disant ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a encore une demande, il y a un espoir, une ouverture, un besoin de la population? Je crois que oui, mais encore faut-il qu'on n'annule pas tout ce qui s'exprime à travers un marché de la poésie, par exemple. Pour citer le marché de la poésie qui a lieu chaque année à côté de la place Saint-Sulpice. Si évidemment on supprime tout ça pour des histoires de masques, mais de masques dangereux, c'est un peu à perdu d'avance. Je suis un peu vieillot, je suis un peu un Segers avec moins de talent, et j'en ai pertinemment conscience. Et je le regrette pour les poètes qui mériteraient d'avoir un protecteur, comme était Segers. Et tu as des complices ou des successeurs ou des… Oui. Mais je suis pas là pour faire de la pub. Bien sûr. Non, mais oui, j'en ai. Il y a des gens que je respecte profondément, que j'aime beaucoup et qui sont là pour remettre un peu de poésie dans cette vie de chien ou de cette vie de Covid-19. Oui, moi je voudrais revenir sur l'individuation. Quelle est votre expérience? Est-ce qu'il y a quelque chose de pratique à savoir concernant l'individuation? Ah, il faut. Alors, pour être simple dans l'expression, pas dans le travail, dans l'expression, essayer de faire en sorte que quelqu'un s'aime et qu'il aime son chemin, ce chemin d'individuation, pour parler du mien, c'est déjà un résultat positif d'une psychanalyse. Quand quelqu'un rentre en regardant ses pieds, ses pompes, ferme ses yeux et se regarde dans le miroir pour voir si on va plaire au psychanalyste et si le transfert va fonctionner, c'est triste, c'est infiniment triste. Quand quelqu'un ressort de chez un psychanalyste avec un grand sourire et pouvant se supporter soi-même, c'est un beau résultat. Est-ce que tu écris toi-même de la poésie? Oui, oui, bien sûr. J'ai écrit à l'époque que j'ai raconté sur mon arrivée à Paris,
j'ai écrit un recueil de poèmes qui s'appelait Le ciel en cage, Le ciel en cage, et j'ai reçu 2 lettres, ça a bouleversé ma vie et changé la suite. Une lettre d'Aragon disant que ça lui plaisait beaucoup. Alors bon, là, je vais pouvoir me gratter le nombril. Et puis, j'ai reçu une lettre de Segers disant que si je continuais à écrire, il m'éditerait bien. Ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait en étant mort. Et bon, avec toute une histoire, j'ai eu un livre chez Segers, mais le pauvre Segers était mort. Quand vous avez parlé, pour répondre à la question, une question sur Dieu, vous avez dit Oui. que chacun porte en lui une partie, et puis vous avez dit avec humilité une toute partie de divinité, une toute petite part divine en lui. Et je voudrais Oui. mettre ça en lien avec ce que vous avez dit sur Jung, qui parle, c'est du moins ce que je comprends un peu, qui parle d'une forme justement d'intimité, comme si on avait, pour prendre une image, une sorte de trésor, de joyau intérieur qu'il s'agirait Oui. de rencontrer, de connaître. Oui, oui. Est-ce que c'est ça la part de divinité que vous pensez qu'on a en soi? J'aime bien l'expression trésor intérieur. Ça me parle beaucoup, surtout par rapport à Jung. Parce que Jung, qui a mauvaise réputation à cause de l'histoire, hein. Il est suisse, il est zurichois ou presque. Il est un peu accusé de nazisme pour les gens qui connaissent rien. Oui, j'aime bien le mot trésor intérieur parce que c'est bien ça qu'est la psychanalyse. Quelle est votre clé? Votre clé en or, bien sûr. Qui êtes-vous et quelle est votre clé et comment pouvez-vous vivre avec cette clé? Ce trésor intérieur, moi j'ai l'impression déjà de le vivre, de le partager ici, le tien que tu exposes, celui qui transparaît à travers chacune des expressions qui a été donnée. Moi, je suis passionné par ce que je suis en train de vivre. Et si j'ai fait cette chaîne avec Michel, c'est bien parce que nous sommes passionnés de nous rencontrer les uns les autres et de découvrir ce qui est universel en chacun, mais à la fois de très intime. Mais tout ça, à la mort, qu'est-ce que ça devient pour toi, après la mort? Parce que le trésor, c'est merveilleux de vivre ça aujourd'hui. Là, nous formons un échange riche, complexe, à la fois sensible, intellectuel. Il y a plein de dimensions passionnantes. Mais tout ça, ça va s'arrêter. Physiquement, notre corps disparaît. Qu'en est-il pour toi de ce trésor à ce moment-là? Je pense que l'âme ne disparaît pas. Je pense qu'il y a autre chose. Alors, si on me demande quoi, je suis un mauvais dessinateur de l'au-delà. Mais par contre, je pense que l'âme ne meurt jamais. Que le trésor dont on parlait tout à l'heure, le trésor de quelqu'un ne meurt pas. Et je suis assez proche des religions orientales qui pensent qu'il y a survie de l'âme. Je crois à la transmigration des âmes. Tout cela ne peut pas disparaître. Le tout, c'est cette âme est-elle individualisée quand elle disparaît? Ou est-ce qu'elle est refondue dans un grand tout? Je ne pense pas qu'elle est refondue dans un grand tout. À ce niveau-là, je suis très peu catholique et très peu chrétien. Je pense, j'ai même du mal à croire en l'incarnation d'un personnage comme le Christ. J'admire beaucoup, je lis son message, j'en tiens compte, mais l'intégration, ce qu'on appelle l'incarnation, j'ai du mal. Par contre, je n'ai pas du mal d'être assez proche du bouddhisme finalement, qui la transmigration des intelligences, des cœurs, des vies vécues, voilà. Je crois un peu à cela. Vous avez eu une rencontre à l'âge de 17 ans qui a été importante pour vous. Vous auriez en face de
Ou un jeune de 17 ans qui se pose des questions sur son cheminement, comment il doit s'y prendre pour y voir clair dans sa vie, dans son orientation spirituelle. Quel conseil lui donneriez-vous? Même pas peur. Essaye de n'avoir même pas peur. Ça, je m'accorde ce petit truc. Pour une fois, je dis pas de mal de moi, parce que quand on dit trop de mal de soi, c'est qu'on ne pense pas. Essayez de dire à un adolescent, n'aie pas peur. La vie, elle est devant, elle va te surprendre, elle va te remettre en question, n'aie pas peur. Mais je suis très peureux. Hein, je suis pas comme Michel, j'ai toujours peur de me perdre dans le vrai chemin et de n'avoir rien compris au chemin. D'ailleurs, il rit jaune, hein. Je le vois, il rit jaune. Il rit vert. Ouais. Voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier tous et chacun de m'avoir forcé à aller plus loin que la conférence classique.